Ensuite, si tu veux, un truc très important, puisque cette technique-là, elle est quand même très associée à l'énergie christique des origines. Hein, j'ai toujours eu des meilleurs résultats sur les gens qui avaient gardé une foi. Alors chez les musulmans, ça marche pas mal. Malgré la circoncision, ça marche pas mal. Parce qu'ils ont gardé une foi, même si des fois, plus que nous, hein, les Français, les Occidentaux, on a tout largué. La foi permet de garder, on va dire, une sorte d'artefact quand même de cette interface. Malgré tout, c'est mieux que rien. Même si, là, le dogme est un peu sclérosant. Mais c'est mieux que rien. Enfin, à peu près. Après, de toute façon, là, on n'est pas obligé d'être religieux pour avoir la foi. Non, mais moi j'ai constaté ça. C'est intéressant cette référence à la foi religieuse, parce que dans mon cas, qui était la foi dans le sens confiance en l'imprévisible, c'est-à-dire absolument confiance en l'invisible et en l'imprévisible, donc qui est la véritable spiritualité à travers la multidimensionnalité et pas à travers les bouquins. Enfin, ça résonne du coup quand tu parles de foi. Toi, dans ton cas, c'est la foi religieuse, mais peut être la foi tout court qui peut permettre cette Chacun fait comme il veut, quoi. mais moi je vois que tout ce que je dis là, je le retrouve codé dans le message du Christ. Ici, quand tu prends cet angle-là, hein, donc celui-là, eh bien c'est l'angle des bras du Christ crucifié, tu vois ici. Ah d'accord, oui. D'accord, ici. D'accord. Donc voilà le message. Et bien sûr, il n'est pas évident, puis alors il y a eu des modifications, mais pour moi, le message c'est ça. J'ai eu le tilt, un peu de cette confirmation, parce que tout ça est empirique, tout ça des fois, voilà. Quand j'ai suivi et là je n'ai pas fait de latin, hein, ça me manque du grec, j'étais moderne, mais une conférence d'Annick de Souzenel, un soir, il y a quelques années, c'était à l'église Saint-Leu, et c'était très beau cette conférence. Et elle rappelait que le Christ a été crucifié sur le mont Golgotha, et mont Golgotha, elle rappelait, ça voulait dire crâne. Alors là, tu vois, c'est comme le cachalot. Oh, je me suis dit, le crâne, tu vois, en tant qu'ostéopathe, le crâne. Et donc, du coup, ça m'a, si tu veux, resserré sur la recherche de ces symboles. Et après, ça a été non-stop, quoi, si tu veux, non-stop sur tout ce qui est passé par, à mon avis, un peu mal décrypté. C'est pour ça que j'aimerais faire un bouquin. S'il y a un éditeur qui veut m'aider, je veux bien. Le véritable message du Christ, tu vois, comme l'ego est très fort, mais pourquoi pas. Par exemple, ici, on a l'eau qui en vin, tu vois, l'eau transformée en vin. Eh bien, on est toujours sur la molécule H2O. Le Christ nous parle toujours de l'eau, hein, toujours des sources, des fontaines. C'est toujours la relation avec, pour moi, hein, avec l'angle H2O qui gère notre eau intérieure, comme j'ai parlé. D'accord ? Et pourquoi l'eau en vin ? Ah, mais le sang. Oui, l'eau en vin. Mais quel rapport avec le vin là, j'ai pas compris. Dans la messe, il transforme l'eau en vin. Oui. Et quel rapport avec là, il y a le rapport avec l'eau. Le vin, l'eau, je pense que le vin, ça doit être quelque chose qui fait que quand tu bois, tu es un peu ivre. Et quand tu te remets en phase avec ça, tu as l'énergie source qui arrive et ça te rend ivre. Ah d'accord, parce que là, moi ce que je pensais deviner, c'était le rapport entre le H2O et le sang, et la communication avec le sang, parce qu'il dit ceci est mon sang, il dit, tu vois. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. C'est ça qui me venait comme synchro, moi. Pourquoi pas ? Oui, c'est peut-être aussi pertinent que ça. Alors, on a, si tu veux, cet endroit ici où l'énergie source remonte et crée la pulsation. Mais la pulsation, c'est une sphère. Hein, l'énergie, elle arrive en sphère. Quoi. D'accord ? Une sphère, c'est un rond, ça peut être plat ou ça peut être en boule. Et à l'intérieur de cette croix, ici, c'est la naissance de la causalité de l'homme. C'est-à-dire que tu as tout le schéma corporel de l'homme qui est inscrit ici. Et on peut y mettre l'homme de Vitruve. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux, c'est comme si nous avions été déjà prévus dans une autre dimension de l'espace-temps, que toute notre forme et tout ça était déjà inscrite
Peut-être que... Oui, ok. Hein, d'accord. Je connais ça, enfin, on appelle ça la SDH. Alors ça, je ne sais pas. Ok, d'accord, science du design humain. D'accord. C'est encore autre chose, mais c'est très bien. Ça rejoint. Apparemment, oui. Et que ça se réincarnait en nous, et que après, avec accrétion, on reprenait notre forme du corps. Okay. Et donc, à partir du moment où on prend l'hostie, on te dit c'est le corps du Christ. Il vaut mieux le décoder comme l'hostie étant le symbole de la pulsation. Tu le prends par la bouche, mais par l'intérieur, ça doit te remonter, ça devrait, te remonter l'énergie source pour te refaire pulser. Et à ce moment-là, tu as le schéma de l'homme qui apparaît. C'est pour ça qu'on dit ceci est mon corps, le corps du Christ. D'accord. Voilà l'idée. Voilà l'idée du message. Oui, c'est intéressant de trouver le peu de vérité qui reste. Le peu de vérité qui reste. Écrits, Voilà, parce que moi, quand je bouffe l'hostie, je ne sens plus rien. Oui. Non, mais il y a toujours des petites parts de vérité. Je pense qu'il reste des petites parts. Oui, des petites touches. Oui, on est d'accord. C'est vrai, je pense. Donc voilà, après, on pourra... j'espère que j'ai un bouquin à sortir qui s'appelle Essai sur la mécanique cosmique de l'inconscient. Alors il est là, ça fait 10 ans qu'il est là. Mon éditeur a fait faillite, alors soit je le fais à droit d'auteur, soit je trouverai... Non, il n'a pas fait faillite. Il m'a fait faux bon. Parce que c'était en italien, ils ont eu le Covid, voilà. Okay. Soit je le fais à droit d'auteur. Mais déjà, je peux dire, par rapport au Christ, si tu veux, que tout est inscrit ici au niveau de la symbolique à la fois de l'Arche d'Alliance, qui est derrière, qui est en fait le symbole de l'ethmoïde, c'est encore un os dont je vous parlerai si vous voulez, et ici, de la selle turcique, qui est là où il y a donc l'hypophyse, et autour, on a le système vasculaire qu'on appelle le polygone de Willis, qui est le symbole de l'hexagone, c'est un hexagone, donc on retrouve l'hexagone de la France, on retrouve l'hexagone, la puissance du sang, et on retrouve le symbole du Graal, bien entendu. Le Graal, pour moi, ce n'est que cet endroit-là qui est le confin de l'énergie source qui nous ramène au message. Quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. Il y a aussi le symbole avec le bâton et puis la croix comme ça. Là. Ça s'appelle comment ? C'est quoi ça ? Le chrisme. On a parlé, oui, voilà. Oui. Le chrisme, on le voit bien là, enfin on le devine bien. On le devine bien, et le chrisme, on le montre comme ça, d'accord, avec une croix, et ici un petit P. Oui. D'accord ? Moi je pense que le petit P, en fait, ça correspond à cette petite résurgence-là, qu'on appelle la Christa Galli, c'est-à-dire la crête de coq. Ah, crête de coq, c'est bizarre, le symbole du coq, c'est les Gaulois. Ah, tiens, il y a quelque chose quand même qu'on retrouve, tu vois, on relie tout. Avec l'hexagone en plus. Avec l'hexagone, c'est bizarre. Alors tout ça, ça s'est mélangé, mais pour moi, tout est dans le crâne. Tout est dans le crâne, voilà. Et on est ici, alors l'attache de la faux du cerveau, les ostéopathes le savent, mais on refera d'accord. Donc à partir de là, tu as une membrane, tout ça qui sépare les deux hémisphères dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est un mouvement parce que alors là, je ne l'ai pas, l'ethmoïde, tu vois. L'ethmoïde, c'est un os qu'on a en dessous ici, d'accord. Un os parallélépipédique qui fait comme ça, quoi, tu vois, qui bouge. D'accord, ok. Il va bouger comme ça avec le sphénoïde. Et là, je ne l'ai pas, ils se cassent, ils sont tout fins. Donc tu vois, ça c'est le troisième os du plancher crânien qui donne cette fameuse onde de mouvement qui gère notre plancher crânien et notre équilibre. Cet os-là, c'est un os cubique et c'est l'os, on va dire, du complot. Parce que, je ne sais pas s'il faut que j'en parle. L'os du complot. Oui, l'os du complot. Ah oui, l'os du complot. Parce que c'est un os qui est apparemment apparu dans l'évolution, on appelle ça par endobiose. On sait par exemple que pour avoir les mitochondries, c'est-à-dire ceux qui produisent l'énergie, des bactéries ont été phagocytées par d'autres et colonisées. D'accord ? Donc tu manges quelque chose et tu le gardes toi, tu gardes le moteur. Ça s'appelle l'endobiose. Et c'est comme si, pareil pour la photosynthèse, par rapport aux algues primitives. C'est comme si cet os-là, donc c'est un os cubique, tiens, on va le prendre comme ça, tu vois, voilà, il est comme ça, d'accord ? Donc c'est un os parallélépipédique, donc voilà, il fait comme ça, comme ça, comme ça, ou alors tiens, on va le prendre comme ça. Voilà, ça c'est la petite crête, voilà. Okay. Désolé. Ah oui, d'accord, je comprends. D'accord, comme ça, il fait comme ça. Donc tu as le sphénoïde qui est comme ça, donc tu vois, ça fait comme ça. D'accord ? Et donc tu vois, ça fait comme un parallélépipède, c'est-à-dire une forme géométrique, d'accord, qui est divisée en deux. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été
introduit dans l'homme ou phagocyté, il y a sûrement très longtemps, je ne sais pas comment, par X manipulation, peut-être extraterrestre, je ne sais pas, mais c'est un os à part, il est atypique, il a en lui une dernière étape, mémoire clé de l'évolution, la fameuse mouvement, puisque tu vois, on le reprend comme ça. Il est en dessous, d'accord? Donc il fait comme ça, et il va tirer l'enroulement du cerveau vers comme ça, dont je parlais tout à l'heure pour le préfrontal qui s'enroule, pour la maturation finale. Je comprends. D'accord? Et cet os-là, il est atypique. En plus, là, on le voit ici, tu vois, là, il y a les tout petits trous, là. Ça s'appelle la lame criblée de l'ethmoïde. C'est là où le bulbe olfactif arrive. Donc le bulbe olfactif, il sort d'ici, d'accord? Là, il n'a pas été prolongé, tu vois. Ah si, il est là. Voilà, bulbe olfactif comme ça, tac. D'accord. Et il vient ici, bon ça c'est en plastique, hein, et il a toutes ces petites ramifications nerveuses qui vont descendre dans l'os, là, dans le nez, on le voit ici, d'accord, et donner l'odorat. D'accord. D'accord. Donc on est dans quelque chose de très primitif. L'odorat, c'est tout ce qu'il y a de plus primitif chez les animaux et chez nous aussi. Ce mécanisme-là donc s'enroule et il est comme s'il était... tu me diras si c'est primitif, pourquoi est-ce que c'est l'os de l'accomplissement? Mais pour moi, c'est l'os de l'accomplissement. Et l'os cubique, donc pour moi, l'arche d'alliance, mais également le symbole de tout ce qui est parallélépipédique double. On a une indication dans 2001 Odyssée de l'espace. Dans 2001 Odyssée de l'espace, je ne sais pas si vous vous rappelez, tu as le fameux mégalithe, hein, le parallélépipède noir. C'est sur Jupiter. Alors normalement c'était sur Saturne, mais là c'est sur Jupiter, je trouve que c'est mieux. En relation avec l'astrobiotique où j'ai établi une relation entre les différents os et les planètes. Donc celui-là, ça serait l'os de Jupiter. Donc le film de Stanley Kubrick serait un peu comme prémonitoire. D'où il a eu ces informations, est-ce que c'est un hasard et tout ça. Mais bon, moi ça m'intéresse dans le sens où, dans le film, il nous montre que cet os-là, quand on le côtoie, donc les singes, deviennent intelligents d'un coup. Ils font un bond au niveau de l'évolution, comme un saut de sphénoïde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'ethmoïde est composé de 2 parties cubiques côte à côte. Et si on lui laisse faire son travail, eh bien les gens vont aller vers le futur, vont devenir intelligents, si on le laisse s'exprimer, eh bien, dans toutes ces mémoires intra-osseuses, dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ça va exploser la conscience du futur, ça va exploser la conscience neurofrontale, donc ça va donner des gens complètement épanouis, formidables et tout. Oui. Donc, il ne faut pas. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait le complot des parallélépipèdes. C'est-à-dire qu'on nous la bloque, et on nous la bloque par sidération émotionnelle, avec onde de forme, c'est pas grave. Et quelle est la sidération émotionnelle la plus puissante par onde de forme qu'on nous ait fait? Eh bien, c'est les tours du World Trade Center, qui sont 2 tours côte à côte, qui symbolisent la forme, la double forme de cet os-là, hein, puisqu'en fait, il est double, hein, je me répète encore, il est divisé en 2. Hein, donc, vous avez les 2 tours jumelles, en gros, qui sont là. D'accord. Donc, par rapport à des moments précis au niveau astrologique, que j'ai évidemment remarqué, là où on est sensibilisé, en tout cas tous ceux qui seraient susceptibles d'avoir un éclair de conscience par rapport à ça, eh bien, ce mécanisme-là est bloqué par la sidération des avions qui font que, eh bien, par onde de forme, on bloque le mécanisme. Ah oui, d'accord, intéressant. Voilà, je pense. C'est un traumatisme mondial. Ok, ouais, c'est mondial. intéressant. Et depuis, t'as tout qui dégénère. Par onde de forme. Par onde de forme, oui, par onde de forme. Je pense qu'il y a ça. Et dernière, bon, puisque moi je m'avoue être complotiste, mais pour moi le complot, si tu veux, c'est de bloquer l'évolution du cerveau. Voilà, c'est tout ce qui bloque. Voilà, pour moi, c'est mon complot. Je comprends tout à fait. D'accord. Alors, quel est l'ultime complot où tous ces gens naïfs, ça m'énerve quand je suis poli, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se faire mettre un goupillon dans le nez ici, d'accord? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui.
Oui, le fameux D'accord. truc pour Le le fameux dépistage, ils se prennent un gros coton-tige Un là-dedans. gros là. coton-tige qui va abîmer, qui va léser l'ethmoïde, donc tu vois qui est, Ah oui, qui oui. est derrière. Donc d'accord, donc ça va le traumatiser. Et donc dès que tu traumatises quelque chose, il se fixe et à ce moment-là, tu ne peux plus basculer. D'accord, intéressant. Donc on se dit, mais oui, bah, c'est ça, c'est évident que ils sont au courant, quoi. C'est pas possible de faire ça, voilà, parce que pourquoi pas faire dans la oui, bien salive, sûr. dans le sang et tout ça. Je comprends tout à fait. Ah ouais, putain, ils sont forts. Pour moi, c'est ça. Ouais. Enfin, je parle en termes de... Tu vois, parce que des fois, ça fait un moment que je me positionne plus en tant que victime de tout ça. Je préfère des fois j'admire, on va dire, la beauté de la stratégie. Ah, c'est extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? On n'aurait pas fait mieux. Mais putain, ils sont forts. Ouais. Je reprends. Oui. Ici, on a toute la mémoire ici de l'ADN ici. L'hybridation primordiale est rentrée. D'accord. Il parle la mastoïde. Oui. La mastoïde, dans le menhir de Kerlouas, on la voit symbolisée par les 2 boules qu'il y a en dessous. Dans le menhir de Kerlouas, il y a 2 boules. D'accord, ok. Alors pour moi, je dis bien pour moi, Oui, j'y bien étais sûr. pas, c'est le symbole de la mastoïde, donc cette protubérance. Donc la mastoïde, c'est l'endroit où ont été, pour moi, induits les gènes de manipulation, que j'appelle gènes d'hybridation primordiale. Ça, c'est un petit peu suite aux travaux, enfin aux recherches que je fais avec les gens d'Italie, là, le groupe. D'accord. Donc gène d'hybridation primordiale, bon, ça me vient comme ça. Et en fait, on est ici, toujours avec une entrée. Voilà, comme ça. Ok, merci. D'accord, toujours avec une entrée, tu vois, c'est une antenne, elle est très curieuse, on se demande pourquoi là, quand même. D'accord. Et on a après la suite qui rentre toujours dans le temporal, puisque le temporal continue comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc je vais reprendre ici pour tes internautes, Oui, tu vois, donc important. on a la mastoïde et ici le rocher. D'accord. Oui. D'accord, donc ça rentre et c'est toujours, j'ai pas tout à fait insisté. Là, avec ce mouvement circulaire, c'est toujours le mécanisme de gestion de l'ADN. D'accord ? C'est ça qui gère notre ADN. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans la crise sanitaire, c'est-à-dire que comme on a, donc là je continue un petit peu, on a le soleil avec les vents solaires et les énergies du système solaire qui augmentent parce que notre système solaire traverse des champs vibratoires très forts. Donc il prend des informations, le soleil se défend en chauffant, bref, il envoie tout un tas de choses. Il envoie ça par des vents solaires, il envoie de l'hydrogène, donc au niveau proton, l'hydrogène, un électron, un proton. Donc le noyau, le proton, qui rentre apparemment, donc ça arrive comme ça, ça rentre ici au niveau de l'hydrogène, et l'hydrogène donne un axe, tu vois, qui fait que autour, l'ADN va se mouvoir et surtout se réguler et voire se modifier. C'est comme si l'hydrogène était une flèche et que l'ADN autour est en train de bouger. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a une modification de l'ADN à cause des protons, de l'hydrogène qui rentre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'arrive à tenir le coup, parce que c'est très très difficile pour moi en ce moment. Donc, quand j'arrive pas à dormir, etc., je me renvoie de l'hydrogène, enfin, avec mes mains, je me renvoie à la fréquence hydrogène, et le temporal se calme. Et à ce moment-là, je vais parler pour ceux qui ont des insomnies. Oui. D'accord ? Donc ici, ça arrive ici sur la fréquence H2O, donc HHO, d'accord ? Ici, on a l'hypophyse, donc ça commence à régler le mécanisme hormonal. Et ensuite, on a une résonance derrière sur l'épiphyse qui est donc avec la mélatonine, le grand chef d'orchestre, on va dire, du sommeil. C'est l'épiphyse avec la mélatonine qui va mettre toutes les parties du cerveau en symphonie, en accord de mouvement, en accord de phase. Et à ce moment-là, les ondes du sommeil vont arriver et on dort. Donc voilà comment on peut arriver à dormir avec cette mécanique un peu que j'explique. D'accord. Okay. D'accord, donc tout ça c'est lié. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Et je vais revenir. C'est marrant, excuse-moi, parce que quand je vois la silhouette comme ça, j'ai l'impression que ça fait comme un ange avec des ailes. Bah oui, bien sûr, oui, c'est un ange avec des ailes, oui, tout à fait. Ah oui, j'avais jamais remarqué. Enfin, si. Tu l'avais déjà remarqué. Ah oui, bien sûr, oui, c'est des anges. Mais c'est bien, tu commences à voir la troisième vue. C'est bien, Rémi. Ça vient, voilà, c'est vrai, c'est excellent. En plus, ça s'appelle les ailes, les petites ailes et tout ça. Donc, pour en revenir au lien, et j'y tiens, oui, pardon.
Non, je t'en prie. Avec le symbole christique. Alors, ça c'est très important. Ça peut aider beaucoup de gens. On a cette indication-là avec l'eau hydrogénée. En ce moment, c'est très à la mode et moi je l'utilise. Bon, j'ai une machine qui n'est pas celle classique du commerce, mais bon. Et ça m'a énormément aidé parce que l'eau hydrogénée, c'est en fait 2 atomes d'hydrogène qui sont côte à côte. Et l'hydrogène, apparemment, dans sa manifestation, en tout cas la physique quantique le dit, ça se manifeste d'abord, on va dire, par un cercle, mais sphérique, et après, ça va se modifier. Les 2 atomes d'hydrogène vont pénétrer par ici, d'accord, par rapport au vent solaire, hein, j'explique. Donc, ils vont se retrouver au centre du cerveau, et les 2 vont se croiser avant de se centrer. C'est toute la symbolique de l'architecture sacrée par rapport à la pulsation, et après on basculera sur les solides de Platon. Ah oui, intéressant, les solides de Platon. Ah oui, d'accord. Bah, ça, tu vas voir, j'ai un truc qui est pas mal que je mets en vidéo. D'accord, donc on a ici H qui arrive, d'accord, par les mastoïdes, et donc les 2 sphères vont arriver ici, avant de se croiser complètement, d'accord. Et le dessin qui se fait ici, entre les 2, hein, c'est repris par la religion chrétienne, et ça s'appelle la Vesica Piscis. Vesica Piscis. On connaît bien, parce que dans les crop circles, on en voit partout. Ah ouais. Ah oui. D'accord. Donc, quand je dis on connaît bien, c'est les gens qui me suivent, quoi. Ah, super. Je parle beaucoup des crop circles, et la Vesica Piscis, c'est très repris dans les crop circles. Voilà. Donc, comment je la place dans le crâne par rapport à l'hydrogène, où ici, il va y avoir le Christ, donc le fameux émergence du corps du Christ, qui n'est pas de ce monde, en plus, il le dit, quoi. Et donc, ici, toute la mécanique du corps inscrite ici, qui va après se dispatcher dans tout le corps pour former le corps. Si tu veux. Mais c'est exactement... Là, tu viens de décrire le crop circle apparu à Cernabas en 2007. Ah bah j'ai hâte de le voir. 2017. J'ai hâte de le voir, parce que là, je vais essayer d'expliquer ça. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans le rapport avec les menhirs, parce que c'était quand même la base, on va dire, du truc. C'est le rapport, j'ai compris, mais je veux dire, parce qu'il y a quand même une vidéo où tu expliques que tu touches le menhir et tu mets la main sur le... Ah bah oui, oui. Est-ce qu'on peut parler de la pratique Bah c'est dit, je peux redire si tu veux, oui, mais je l'ai déjà dit. Mais moi, quand je suis allé sur un menhir et que je l'ai fait, il ne s'est rien passé. Ah non, il faut être adoubé. Alors, est-ce que tu peux parler de ça ou ça, non? Bah moi je parle de ce que tu veux, moi je cache plus rien. Est-ce que c'est utile? Adoubé, tu dis, c'est ça? Bah je m'aperçois, oui, est-ce que c'est utile? Moi ça m'intéresse de communiquer avec le menhir. Bon bah ok, d'accord, mais après, moi j'assume pas ce qui se passe après. Ah d'accord. Mais je vais déjà regarder ton crâne, parce que je sais pas s'il est ouvert ou pas, je pense que non, personne n'a un crâne ouvert. Mon crâne là actuellement? Bah, tu voulais pas que je te regarde? Ah vas-y, regarde-moi. Ah non, si j'ai une table là-haut, attends, si on n'est pas... L'époque qui a fait du commerce. non mais je te fais confiance. Tu me diras. Mais par curiosité, moi tant que... Parce que déjà je peux te faire un diagnostic. Et après remettre en route... T'as quel âge? 36 ans. Ah oui. Non, je prends que les enfants ou les hommes, c'est plus dur. Mais comme tu es sensible... 14 février, tu m'avais demandé la date. Ah, c'est Verseau. 84. Ouais. Oui, t'es informé, mais je sais plus de quoi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est communiquer grâce au menhir, quoi. Enfin, ce concept-là, j'aimerais le comprendre parce que... Je te dis que c'est pas communiquer, c'est comme avec le crâne de cristal apparemment. Oui. T'as pas un Walkman, enfin. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est autre chose. Oui, c'est voilà, vrai. Bah, c'est la même chose. Mais avec le menhir, je ne ressens pas ce qui se passe avec le crâne de cristal, aucun rapport. Bah, parce que c'est peut-être une autre forme de communication. Bah, en tout cas, le menhir communique avec la grille cristalline, ça c'est sûr. Sûrement, ouais. Ça c'est clair, parce que c'est les menhirs. Alors attends, là je te donne la version Laurent Dureau, pour le coup, que j'ai entendu des menhirs qui ont été placés à ces endroits par les Atlantes pour réparer la grille cristalline qui avait été abîmée à l'époque. Peut-être, ça je ne sais pas. Mais ici, on a donc le mécanisme Médusa qui nous gère, dont je vous ai parlé, et le mécanisme Médusa va après s'ouvrir, s'exvaginer, comme ça. Donc, tu vois, je vais prendre, bon, j'ai pas tous mes os, ça c'est le frontal, d'accord? Donc ça va s'ouvrir comme ça, et les os, dans une autre dimension, ça se voit pas, bien entendu, votre os reste en place, mais il y a une image fantôme qui ouvre, et qui va faire comme des ailes d'oiseau, d'accord? Donc il va diffuser l'information,
et après qui va se refermer. Ah oui, d'accord. D'accord? Ça me rappelle le schéma de la méduse et des ailes d'oiseau. Et là. des ailes d'oiseau, voilà, et des ailes d'oiseau. Hein. Donc ça, c'est la diffusion de l'information qu'on a digérée par Médusa, voilà, et qui est bloquée chez les autistes, entre parenthèses. Donc ce cerveau, pour être bien en phase avec le menhir, déjà, il doit être opérationnel. Si tu as ta Médusa qui est fermée et les ailes d'oiseau qui sont bloquées parce que tu es verrouillé par plein de trucs, ça va être très difficile pour moi de sentir. Mais admettons que ça le soit. D'accord. Hein, d'accord. Donc on ouvre comme ça. Donc en gros, quand on ouvre les ailes d'oiseau, c'est l'information sur le réseau de son identité. C'est-à-dire l'identité minérale passe comme ça dans tout un champ et de plus en plus long, voire sur tout l'ensemble de la Terre et peut-être du cosmos. Voilà l'identité de Rémi, voilà l'identité d'Emmanuel, etc. Donc on arrive comme ça. C'est très important. Donc quand on arrive à peu près à une cinquantaine de mètres du menhir, donc qui fait un... Tu vois, tu as le menhir... Voilà, tiens, bah, je vais le prendre là. D'accord? Donc tu as une émanation magnétique à peu près comme ça. D'accord? Donc c'est son champ de protection. D'accord? Donc si tu veux parler avec lui, c'est un peu comme les chamans demandent la permission aux arbres de se charger. D'accord? Donc pour moi, la protection, c'est tu rentres dedans et je teste mon cerveau Médusa et surtout aile d'oiseau, voir qu'il soit toujours en accord. C'est-à-dire que je le viole pas. D'accord? Je rentre pas comme ça et je touche. Non, ça marchera jamais ça. Donc il faut rentrer doucement pour que ton cerveau vibratoire reste en cohérence avec son principe à lui qui est émetteur. On va dire son principe émetteur. Donc voilà. Et quand ça bloque, parce qu'il y a un moment, ça bloque. Alors, soit c'est lui qui a décodé des mémoires de stress qui ne sont pas en accord avec ce qu'il veut te converser, donc je nettoie. Hein, je le fais passer avec mes mains. D'accord? Ce que je pourrais faire s'il y en a, mais c'est fatigant, donc je le ferai un petit peu, puis après on verra. C'est les mains comme ça. Mais voilà comment je fais. D'accord? Donc on va dire que mon cerveau Médusa oiseau rentre, enfin tu vois, j'arrive comme ça et j'arrive au menhir, ça n'a pas bloqué. Donc on est en accord de conversation. Ok. Ensuite, donc je prends ma main, par exemple ma main gauche ici que je mets là et ma main droite sur le temporal, hein, d'accord, sur mon temporal, et je regarde s'il y a un blocage. Si mon temporal commence à se fixer, c'est que le message du menhir, de son énergie, on va dire, ne passe pas dans mon temporal. Donc pourquoi? Mon temporal s'est abîmé au cours du temps précédent, et donc alors les ondes, les stress, le son, les sons distordus des voix et surtout des musiques distordues qu'on a. Tu sais, ça, le temporal ne supporte pas. En tout cas, il manifeste. Donc d'accord. Donc tout ça, ça nous coupe de la réalité primitive. Hein, tout ce qu'on nous a fait entendre comme conneries, voilà, et les voix. D'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Je le remets en route et après je tourne avec ma main. Donc je vais tourner le menhir là, comme ça, je tourne autour et je regarde. Ah oui, tiens, je peux effectivement donner plus de détails. Je regarde alors les 4 directions parce que les menhirs normalement sont implantés nord, sud, est, ouest. Kerlouas, il est à peu près comme ça. Mais alors il y a des points telluriques, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les points géographiques par rapport aux forces solaires. Admettons que le soleil se lève ici à l'est, donc il va, comment je vais dire, illuminer une face, et tu auras une face d'ombre derrière. Et quand on tourne ici, souvent c'est au point de jonction entre lumière et ombre que le temporal va avoir un blocage. Pourquoi? Parce qu'on va dire c'est une répétition entre la lumière et l'ombre. Comment est-ce que nous on l'interprète cellulairement, viscéralement, et c'est déjà une première interface entre la vie et la mort. C'est-à-dire que on commence déjà à ritualiser le passage dans la vie après, dans l'au-delà, quoi. Voilà mon idée. En tout cas, ici, c'est souvent des points clés. Alors, de blocage. D'ailleurs, les boules, là, donc les mastoïdes au niveau Kerlouas sont là. C'est très curieux. Donc, on fait ça, on va derrière, et on tourne jusqu'à temps que, donc avec la main comme ça, jusqu'à ce que le temporal ne présente plus de blocage. Et après, on fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se met à tourner avec la main droite sur le menhir, la main gauche sur le temporal, d'accord? On tourne. Il faut que dans les deux sens, de rotation, c'est intéressant. Lévogir, dextrogir, soient libres. D'accord? Ensuite, l'exercice, on va dire, n'est pas vraiment terminé, puisqu'on se plaque le dos ici.
la colonne vertébrale complètement à plat. Alors là, il faut être assez souple, il faut faire un peu de yoga, parce que souvent les courbures empêchent, c'est assez difficile. Et avec des respirations, on arrive à reprendre l'énergie. Alors, est-ce que c'est l'énergie minérale? Est-ce que ça pourrait le faire avec n'importe quel caillou? Peut-être, hein, puisqu'il faut penser qu'il y a quand même de la silice dans le granit. Hein. Est-ce que c'est cette force-là? Mais vous avez la colonne vertébrale qui se recharge, et alors là, vous êtes reparti pour un mois. Moi, je repars pour un mois de bonheur. Quoi. Ça me recharge mes batteries. Voilà. Et encore une nuance que je voulais dire, c'est que, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est que la masse d'une pierre, la masse d'un objet, donc la masse, hein, donc c'est une masse énorme, hein, là, c'est une centaine de tonnes, Karl Weiss, hein, sûrement, hein, 50 tonnes peut-être, non, peut-être 50 tonnes, 100 tonnes, je ne sais pas. La masse crée une légère distorsion de l'espace-temps à la base. D'accord. La masse fait que tu as une légère distorsion de l'espace-temps. Et je pense que c'est cette légère distorsion de l'espace-temps qui nous donne justement l'accès à ces autres dimensions. Physiquement, cette fois-ci, avec la puissance. Comme on a dans la grande pyramide de Khéops. Oui. J'avais un cabinet d'ostéopathie, avec la biopsie, je travaillais pas mal et tout ça, puis un jour, donc j'ai eu le flash que ça venait d'ailleurs, je sais plus pourquoi d'ailleurs, comme ça. Donc j'ai dit ça à mes clients, ils sont tous partis. Bah oui, les gens ils ont peur. Ah, ils ont peur. Alors ça sort de leur croyance. Alors mais j'ai persisté, j'ai pas triché en disant non, je me suis trompé, tu sais, pas fait d'excuses. Non, je dis oui, c'est comme ça. Et du coup, maintenant on arrive sur un truc un peu folle dingue, mais qui tient la route, je pense. Clairement. Ça tient la route et puis ça intéresse, tu vois, ça, dans notre période, comme tu dis, de clés, quoi, où les gens... Ah bah oui, non, mais là, dans une période, que c'est ça, là, c'est parti. Là, c'est ce qui se dit, hein, c'est vrai. On verra, mais de toute façon, les règles du jeu ont changé, là. Ça y est, c'est parti. Un petit peu, C'est parti.